L'Ouganda envisage d'accueillir sur son sol quelques 500 000 migrants érythréens et soudanais en situation irrégulière en Israël et que l'État hébreu entend expulser. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ougandais. En Gambie, le parti au pouvoir a remporté les élections municipales organisées jeudi en gagnant dans plus de la moitié des circonscriptions, selon des résultats publiés ce vendredi par la commission électorale. Et puis au Nigeria, cela fait déjà 4 ans que 276 lycéennes ont été enlevées à Chibok dans l'état de Borno, fief du groupe djihadiste Boko Haram qui mène depuis 2009 une insurrection. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'Ouganda envisage d'accueillir sur son sol quelques 500 migrants érythréens et soudanais en situation irrégulière en Israël et que l'État hébreu entend expulser. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le secrétaire d'État ougandais en charge des réfugiés après plusieurs mois durant lesquels son pays a démenti tout accord sur la question. Plus de détails à travers ces images. 500 migrants érythréens et soudanais en situation irrégulière en Israël pourraient être accueillis en Ouganda à la suite de leur expulsion par l'État hébreu. Il s'agit d'une requête que le gouvernement ougandais envisage positivement. The state of Israel, working with other refugee managing organizations. L'État d'Israël, en collaboration avec d'autres organisations de gestion des réfugiés, a demandé à l'Ouganda de permettre à environ 500 réfugiés d'origine érythréenne et soudanaise d'être réinstallés en Ouganda. Je veux qu'il soit bien clair que le gouvernement et mon ministère envisagent positivement cette demande. Kampala qui fait cette annonce après plusieurs mois de démenti formel de tout accord sur la question a assuré qu'Israël ne le payera pas pour accueillir ces migrants. Les motivations ougandaises sont purement humanitaires et que les migrants ne seraient pas déportés de force. Nous avons déjà 1,4 million de réfugiés ici en Ouganda. Nous n'avons pas été payés un centime. En fait, c'est nous qui dépensons nos ressources limitées pour nous assurer qu'ils aient une deuxième maison ici en Ouganda. Il n'y a donc pas de paiement lié à cela. C'est purement humanitaire. Ceux qui veulent travailler à Kampala, Jinja, Soroti ou autres, nous pouvons les aider à le faire s'ils en ont la capacité. Ceux qui en sont incapables et veulent rejoindre leurs proches parce que les Érythréens sont principalement dans les camps de réfugiés à Hoima. Il y a aussi des Érythréens dans le camp de Nakivale, dans l'ouest de l'Ouganda. Nous verrons si nous pouvons les mettre en relation avec leurs familles. Le gouvernement d'Israël veut expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile en cours d'instruction. Le plan d'expulsion a suscité de nombreuses critiques, notamment du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, mais aussi de la société civile en Israël. Début avril, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait accepté d'annuler ce programme d'expulsion, assurant qu'un accord avec l'ONU allait permettre de transférer les migrants concernés vers des pays comme le Canada, l'Allemagne ou l'Italie, avant de faire volte-face quelques heures plus tard, annulant l'accord avec l'ONU. En Libye, plus d'1 million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. C'est ce qu'a indiqué l'Agence de l'ONU pour les réfugiés qui a également souligné que les civils, notamment ceux qui ont fui leur domicile, restent très vulnérables. Ces personnes fragilisées ont notamment besoin de nourriture, médicaments, logements et aide sanitaire. Mais le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés dit manquer de ressources pour mener à bien ces opérations. Reportage. 1,1 million de personnes, dont des réfugiés et des migrants qui sont les plus vulnérables, ont besoin d'une aide humanitaire en Libye. Il s'agit d'une statistique rendue publique ce jeudi dans un communiqué par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Selon le HCR, se trouvent en Libye 51 000 réfugiés et demandeurs d'asile, 165 000 Libyens déplacés dans leur pays et 340 000 déplacés libyens revenus dans leur région d'origine en 2018 dans des conditions parfois très précaires. Des centaines de milliers d'autres Libyens ont besoin d'aide humanitaire en raison du conflit qui dévaste le pays depuis 2011. Ces populations fragilisées ont notamment besoin de nourriture, médicaments, logements et aides sanitaires, mais le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés dit manquer de 85 millions de dollars pour mener à bien ces opérations. Pays aux riches ressources pétrolières, la Libye est déchirée par des rivalités
opposant différentes milices et tribus depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi. Deux autorités s'y disputent le pouvoir. D'un côté, un gouvernement reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, et de l'autre, une autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays. En bref, l'Algérie observe depuis jeudi un deuil national au lendemain de la pire catastrophe aérienne de son histoire, survenue avec la chute pour des raisons encore inconnues d'un avion militaire qui a fait 257 morts. Le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major des forces armées algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, a assisté jeudi à l'hôpital militaire d'Aïn Nadja d'Alger à la levée des corps des premières victimes identifiées. Le ministère ne précise donc pas combien de dépouilles ont pu être identifiées, mais des photos de la cérémonie publiées sur son site internet montrent au moins 7 cercueils recouverts du drapeau algérien. En Gambie, le parti au pouvoir a remporté les élections municipales organisées hier jeudi en gagnant dans plus de la moitié des circonscriptions électorales. C'est en tout cas ce qui ressort des résultats publiés ce vendredi par la commission électorale. Les détails. 15 mois après le départ à l'étranger de son ancien dirigeant, la Gambie continue à tourner la page de l'ère Jammeh. Après les législatives d'avril 2017 remportées par le parti du président Adama Barrow, le pays a organisé ce jeudi les municipales. Et selon les résultats annoncés ce vendredi par le président de la commission électorale, le Parti démocratique unifié, dont est issu l'actuel président Adama Barrow, est sorti vainqueur dans 62 localités devant le Congrès démocratique de Gambie de l'opposant Mama Kandeh, qui l'a emporté dans 23 autres localités. L'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction, ancienne formation de Yahya Jammeh, a obtenu quant à elle 18 circonscriptions. Le reste se partage entre d'autres partis et des candidats indépendants. 9 listes de partis politiques et des candidats indépendants s'étaient présentées à ces élections, les premières organisées depuis le départ il y a plus d'un an du président Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays pendant 22 ans. Ces élections visaient à renouveler les conseillers municipaux dans les 120 circonscriptions du pays, dont la grande majorité était contrôlée par l'ex-parti de Yahya Jammeh. Au Niger, le verdict en cassation est connu dans l'affaire dite des bébés importés impliquant l'opposant Ama Amadou. Dans l'arrêt qu'elle a rendu mercredi, la Cour de cassation a confirmé la déchéance du pourvoi en cassation de Ama Amadou à la suite du jugement de l'affaire en appel. La Cour a d'ailleurs demandé à l'intéressé de se mettre à la disposition de la justice nigérienne pour purger le reste de sa peine d'1 an de prison qui a été prononcée en appel. À la suite de cette décision, Maître Souley Oumarou, avocat de Ama Amadou, a réagi. On l'écoute. Vous avez également constaté, parce que vous y étiez, qu'aucun avocat des parties concernées n'était présent à l'audience. Nous l'avons fait parce que nous avons la certitude que c'était ce verdict-là qui allait être prononcé. Il n'y a pas de surprise, il n'y a aucun, un fait d'annonce à faire par rapport à cela. La Cour avait proposé la déchéance du pouvoir de Mamadou parce qu'il ne s'est pas constitué prisonnier. J'avais saisi la Cour, comment on appelle cela, constitutionnelle, pour soulever le fait que l'article que la Cour invoque n'est pas conforme à la Constitution, puisque, par principe, non seulement par rapport à la Constitution, mais par rapport à certains traités internationaux que le Niger a ratifiés, on ne peut pas imposer à quelqu'un qui n'a pas été définitivement condamné de ne pas pouvoir accéder à son juge. Et je l'avais également dit que la Cour avait rendu un arrêt mitigé, mais au moins l'arrêt de la Cour de Constitution avait le mérite de dire que si l'article dont il s'agit est conforme à la Constitution, elle a rappelé le pacte sur les droits civils et politiques qui dit qu'on ne doit pas se mettre en état, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se constituer prisonnier. La Cour constitutionnelle, cela-là, elle l'a affirmé. Elle a dit sous réserve, par rapport à ce pacte-là, que le pouvoir doit être déclaré recevable. La Cour n'a pas tenu compte de cet arrêt. J'ai rappelé
un arrêt de la Cour qu'elle a rendu elle-même, qui dit que cet article-là, il n'est pas conforme à certains instruments internationaux comme la Société africaine des droits de l'homme. Je l'avais annoncé en titre au Nigeria, cela fait déjà 4 ans que 276 lycéennes ont été enlevées à Chibok, dans l'état du Borno, fief du groupe djihadiste Boko Haram. Certaines ont été depuis libérées, d'autres non. Quelle est la situation 4 années plus tard? Élément de réponse à travers ce reportage qui porte la signature de nos confrères de l'agence France Presse. C'était le 14 avril 2014. Le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok, dans le nord du Nigeria. 276 filles sont kidnappées. 4 ans plus tard, 112 sont toujours captives. Pour les familles des lycéennes et les militants du mouvement Bring Back Our Girls, l'attente est devenue insoutenable. Le gouvernement n'en a pas fait assez pour ramener les filles de Chibok. Assez signifie que toutes les filles reviennent. Cela fait 4 ans que nous attendons. C'est malheureux et décevant. Le gouvernement nigérian, d'abord critiqué pour son inaction après l'enlèvement des filles, s'est par la suite décidé à lancer une guerre totale contre le groupe islamiste. Depuis, une centaine de filles ont été libérées. Les autorités ne cessent de répéter que Boko Haram est vaincu. Le groupe armé ne contrôle plus de larges parties du territoire nigérian, comme ce fut le cas entre 2014 et 2015. Mais le conflit continue de faire de nombreuses victimes. I want to appeal to the Chibok community never to lose hope. Je veux dire à la communauté de Chibok de ne jamais perdre espoir. Nous sommes plus déterminés que jamais à ramener les filles de Chibok manquantes. Nous devons y parvenir et ce sera bientôt le cas par la grâce de Dieu. Dans une vidéo diffusée en janvier par le groupe djihadiste, 14 lycéennes présumées de Chibok affirmaient avoir été mariées par le chef de Boko Haram et qu'elles ne rentreraient jamais chez elles. L'enlèvement de masse des filles de Chibok est devenu le symbole de la jeunesse sacrifiée dans le nord-est du Nigeria. Selon l'UNICEF, près de 1400 écoles ont été détruites. Des dizaines d'étudiants et près de 2300 professeurs ont été tués depuis le début de l'insurrection au Nigeria en 2009. Au Bénin, la représentation américaine a tenu à commémorer le 50e anniversaire du cœur de la paix. Agriculture et enseignement de la langue anglaise sont les axes sur lesquels intervient cet organisme américain. Les autorités béninoises se sont jointes à cette commémoration. On fait le point avec Johannes Torano. Nous, les volontaires de ce programme, formons les communautés dans les domaines de jardinage, de la bonne nutrition, de la création et gestion des activités génératrices de revenus et enfin de l'épargne et crédit. C'est en 1968 que les premiers volontaires du Corps de la paix, une vingtaine, débarquèrent au Bénin avec comme mission intervenir dans les domaines de l'agriculture et de l'enseignement de la langue anglaise. 50 ans plus tard, ils sont plus de 2000 à être passés sans pour autant déroger à cette mission. Bien au contraire. Les volontaires du Corps de la paix au Bénin interviennent dans les domaines suivants: la santé communautaire en milieu rural, l'éducation à travers l'enseignement de la langue anglaise et l'agriculture durable, axée sur la sécurité alimentaire. Les résultats de ces différentes interventions sont impressionnants et la cible de leur action est bien sûr la jeunesse, les femmes et aussi les hommes. Conscient du défi que constitue la maîtrise de la langue anglaise dans un monde globalisé, le gouvernement du Bénin a décidé en août 2017 d'introduire les cours de langue anglaise dans l'enseignement primaire en commençant par une phase pilote à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. À moyen terme, je puis vous assurer, la langue anglaise occupera une place importante dans le système de développement intégré et durable de notre pays. La représentation américaine au Bénin, aux côtés des autorités béninoises et des volontaires, a tenu à commémorer ces noces d'or, signe de la fraternité et des amitiés entre les deux peuples depuis toutes ces années.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.